bonjour à tous, ici Cyril Coton en compagnie de Lara Gaillard aujourd'hui. Bonjour Lara. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec Lara, nous avons décidé de faire cet entretien. Alors je vais d'abord poser un petit peu les bases de cet entretien, juste pour que vous compreniez notre démarche. Tout d'abord, c'est notre tout premier entretien avec Lara. Donc, eh bien, soyez pas trop durs avec nous. Il y aura certainement quelques imperfections techniques ou autres, mais on s'y lance et on s'y colle. Alors, cet entretien que nous choisissons de faire aussi aujourd'hui, bien entendu, c'est un entretien en toute authenticité. Comme on l'a dit avec Lara, bas les masques. On est plus dans un échange que dans une interview classique. On est vraiment dans notre échange, on est vraiment spontané et naturel. Alors, de quoi nous parler, vous allez le découvrir dans un instant. Simplement, je tiens à vous préciser aussi quelques détails qui n'en sont pas d'ailleurs pour le coup. C'est que Lara et moi, nous sommes des experts des domaines sur lesquels nous allons discuter, mais ce que nous voulons bien dire et ce sur quoi nous voulons insister, c'est que quand on parle d'expertise, c'est-à-dire que nous sommes experts de nos expériences personnelles. C'est surtout là-dessus qu'il faut entendre ce mot expert. Enfin, eh bien entendu, au terme de cet échange, eh bien, nous vous demanderons des retours, vos avis, pourquoi pas des évolutions que nous pourrions aborder que nous pourrions faire dans nos échanges et surtout des sujets qui pourraient vous intéresser, sur lesquels vous voudriez à terme, dans le futur, que nous intervenions prochainement. Voilà, ça c'était pour la petite mise en bouche. Mais maintenant, il est temps de vous présenter les deux personnes que nous sommes. Et bien, comme le veut la tradition, Lara, c'est toi qui vas ouvrir le bal, Merci Cyril, c'est trop gentil à toi. Vive la galanterie. n'est-ce pas? Alors je me présente en quelques mots, je vais essayer de faire succinct, ce qui n'est pas facile pour moi, vous allez comprendre pourquoi. J'ai une vie un petit peu mouvementée, donc je suis donc Lara, j'ai 45 ans et je suis psychologue de formation. C'est important à dire parce que mon diplôme de psychologie, c'était il y a 20 ans et j'ai quitté la psychologie pendant quelques années. Enfin, j'ai, on va dire, traversé la vie au travers de plein d'expériences différentes. Et en cheminant tout au long de ces expériences, je me suis rendu compte que j'avais en gros, une résilience un peu particulière par rapport aux aléas de la vie, hein, tout simplement. Donc, on sait bien comment ça se passe. On vit des choses parfois compliquées et je me suis finalement cherchée pendant 20 ans. Et c'est suite à on va dire, une période, ce que je vais nommer de crise, qui s'est doublée un peu avec la quarantaine, que cette enquête sur moi-même s'est approfondie et je me suis rendu compte que cette résilience était finalement liée à autre chose que ce que je pensais. Ce qui m'a fait repartir vers la psycho, mais plutôt la thérapie brève actuellement. Je me suis relancée complètement. Et cette découverte, en fait, c'est dans le fonctionnement particulier que j'avais. J'ai découvert que je fonctionnais que j'étais un zèbre multipotentiel. Donc ça, je développerai un petit peu plus tard. Mais c'est ce cheminement personnel qui a fait en sorte, et cette résilience particulière qui m'a fait m'interroger. Comme je suis très curieuse de nature, j'ai expérimenté tout ça et je suis arrivée à finalement me découvrir, me redécouvrir, passer la quarantaine. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si tu veux, Cyril, que j'aille plus loin au niveau euh, à ce moment-ci, au niveau de ce que je fais professionnellement, ou tu préfères qu'on en parle un petit peu plus après? Si tu veux bien, Lara, je vais effectivement me présenter et ensuite on va rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet, justement en présentant en profondeur ton activité qui est tellement riche qu'on pourrait effectivement faire rien qu'un échange sur ton activité. On fait comme ça? Oui, parfait, je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors moi c'est Cyril Coton, je suis cet homme de 44 ans et cet homme qui a eu cette tendance à évoluer ou à tomber assez rapidement et facilement dans les excès qui m'ont fait bercer, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas qui m'ont fait plonger dans des addictions.
Alors particulièrement pendant plus de 6 ans, j'ai été toxicomane, addiction aux substances. Mais toute addiction, malheureusement, en tout cas les addictions aux substances, eh bien m'ont fait basculer dans des polyaddictions, donc des addictions aussi, des addictions comportementales qui sont devenues pathologiques. Ces 6 premières années d'intense consommation n'ont abouti fatalement qu'à une seule chose, c'est à une dépression qui, un petit peu comme Lara, m'a amené par la force des choses à remettre beaucoup de choses en question et à me poser les bonnes questions. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, etc. Et pourquoi Nous avons tout tous les mêmes. voilà, tous les mêmes finalement, toutes les mêmes. Euh, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment un travail sur moi, un travail thérapeutique, analytique, et bien effectivement pour comprendre mes modes de fonctionnement, pour comprendre pourquoi tant d'excès, pourquoi tant de destruction inconsciente. Et ça a été un cheminement pendant 9 ans de thérapie. Évidemment, ça n'a pas été un changement radical du jour au lendemain. Il a fallu faire beaucoup de travail, il a fallu replonger parfois pour progressivement comprendre eh bien, pourquoi j'étais une personne qui avait cette fâcheuse tendance à tomber dans des addictions destructrices. Aujourd'hui, après toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui sont comprises par un travail personnel, mais aussi un travail de recherche. Et aujourd'hui, eh bien effectivement, c'est un domaine sur lequel eh bien je, je me penche particulièrement, j'interviens à travers des échanges comme on le fait avec Lara, à travers voilà, on en parlera aussi à terme, mais des sites, un site internet. Mon objectif étant de pouvoir informer, témoigner et surtout de faire en sorte que les gens comprennent que il n'y a pas de fatalité non plus dans la dépendance. Et ce qui m'a amené, et je vais faire maintenant tout de suite le lien avec Lara et ton activité justement, ce qui m'a amené justement à rencontrer Lara. Hein, c'est un peu l'objet. Hein. Nous sommes rencontrés parce qu'il y a un facteur que je n'avais pas ou peu étudié jusqu'à notre rencontre, c'est la zébritude, l'hypersensibilité, et cela je l'ai compris un petit peu plus tard, l'hypersensibilité dont je suis porteur, j'ai pas envie de dire victime, parce que Ça dépend comment on le voit, voilà. exactement. Eh bien, j'ai compris par Lara que eh bien, j'avais une hypersensibilité qui m'a fait basculer dans la dépendance. Alors, Lara, tu nous préciseras après aussi. Effectivement, il n'y a pas que le fait d'être hypersensible qui peut être l'objet de pardon, d'être d'une personne dépendante, mais en tout cas, ça peut être un facteur important. Mm, mm. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la zébritude, hein, ce mot c'est drôle, mais tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est. Et je voudrais juste faire une parenthèse, Lara, avant de te laisser la parole, c'est que il y a eu la rencontre avec toi, effectivement, qui m'a fait comprendre que j'avais une hypersensibilité, et on sait maintenant que les hypersensibles peuvent être plus facilement sujets à la dépendance, aux Ouais. dépendances. Il y a eu aussi une rencontre que j'ai faite, pas directement, mais via Internet, de Manuela Hachette, qui est une experte en addiction et pour le coup aussi en hypersensibilité, et qui m'a fait comprendre qu'effectivement il y a un lien. Et cette dame explique très clairement le lien qu'il peut y avoir. Et puis, moi, il y a quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de l'intuition, où je sentais que j'étais une personne d'hypersensible, mais pour le coup, je ne savais pas quoi faire avec ça, et ça me faisait basculer dans l'addiction. Alors, je te laisse la parole, Lara. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer clairement ce qu'est un zèbre, s'il te plaît? Alors oui, donc le lien après, si jamais je me perds dans les explications, tu me ramèneras après sur le lien entre les deux, parce que quand je Oui, parle de d'accord. zèbre, en général, je pars dans les D'accord. arborescences, qui fait partie un peu du fonctionnement. Donc déjà le terme zèbre, juste deux, trois mots là-dessus, c'est qu'il a été utilisé à la base par Jeanne Siofachin, qui est vraiment l'auteure française, la psychologue française, qui s'est occupée, enfin spécialiste de la douance, puisque le zèbre, on parle de douance, surdoué, enfant précoce, surefficience, tout ça, ce sont des termes
alors c'est pas des étiquettes, mais c'est quand même des termes pour nommer les choses, donc de ce fonctionnement. Le zèbre a été utilisé tout simplement pour donner une image aussi, pour ne pas coller au terme surdoué qui est assez horrible et qui en fait est complètement décalé de la sensation pour quelqu'un qui l'est. Je vais vous expliquer après pourquoi un petit peu plus loin. Voilà, donc le zèbre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas hormis hors l'animal de la savane, c'est la métaphore. On va parler de personnes, alors hypersensibles, j'y rentre de suite. Hypersensible, oui, à ne pas confondre avec hyper émotif. Déjà, il y a quand même une différenciation à faire. Tu peux nous expliquer la différence? Ouais, l'hypersensibilité, on va parler d'hyper plutôt, enfin on utilise hypersensible, mais c'est plutôt hypersensorialité, c'est-à-dire que les capteurs, que ça soit visuel, auditif, gustatif, etc., sont, comme tout le monde, on va le dire, mais en plus intensif. Comme, en fait, enfin, c'est comme si on était plus envahi par tout ce qu'il y a d'ambiant par un des cinq sens. Donc une acuité un peu plus fine. Après, effectivement, en général, quand on l'est, on ne le sait pas, puisque on ne sait pas comment fonctionnent les autres. Moi, j'employais souvent le terme je disais souvent, moi, je suis un homme éponge. Est-ce que ça fait écho C'est en ça. toi? En fait, c'est Souvent, moi, ça. je suis éponge, quoi. J'arrive pas à mettre des filtres si je suis éponge. Est-ce que c'est ça, ça fait écho? C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est comme si intensivement on captait plus, d'une Mmh. part, mais c'est surtout, là par contre, ça peut être vu négativement, mais ce n'est pas un choix. On capte plus parce qu'on arrive moins à mettre des filtres justement par rapport aux énergies extérieures, au bruit, etc. Donc, tu sais bien que le cerveau, il emmagasine des informations tout le temps. Et quand on est obligé de limiter ça quand même dans le cerveau, parce que sinon on serait envahi tout le temps. Est-ce Lui, qu'on est comme ça ou est-ce qu'on se construit comme ça? alors, après ça, c'est grande ouverture. Là, on pourrait refaire deux débats et c'est un sujet intéressant, puisque les scientifiques même évoluent énormément là-dessus, surtout la neuroscience aujourd'hui, parce qu'ils font des IRM, etc. Donc, ils ont beaucoup plus d'explications. Mais d'après ce que je vois, ce que je sens et que j'ai tout le temps aujourd'hui, je pense qu'on est comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un fonctionnement neuronal particulier, mais pas du tout, par contre, je tiens à le dire, pas du tout pathologique, comme on le fait souvent passer dans tout ce qui est vulgarisation, ce qui est très Mmh. embêtant. C'est pas pathologique, moi je compare souvent le zèbre avec le non-zèbre, les différences comme un droitier et un gaucher. Mmh. C'est un Mmh. fonctionnement neuronal différent. D'accord. Donc, hypersensibilité, ça on vient d'en parler. Hyperémotivité, souvent aussi. Alors, je mets pas, tout le monde n'est pas tous les zèbres ne sont pas hypersensibles et hyperémotifs, mais quand même, c'est un fonctionnement majoritaire, dans mon expérience en tout cas. Et Oui. l'hyperémotivité va aussi avec, hein, malgré tout, ça fait un espèce de package, c'est-à-dire que la manière de réfléchir pour un zèbre va être autant cognitive, donc il va avoir sa réflexion, on va dire plutôt cerveau gauche, hein, on va dire analytique, etc. Mais à chaque fois qu'il va prendre une décision, ou même pour vivre tous les jours, il ne se décolle jamais de ses émotions. Les Mmh. émotions sont très présentes et il manque presque de séparation entre les deux. Ce qui fait une pensée en arborescence, ça veut dire que dès qu'on commence à réfléchir, c'est pour ça que je te dis de m'arrêter si jamais je suis partie. Vas-y. Je Tu reprendrai à un moment l'expliques, donné. Vas-y. on a déjà essayé. Remballe-toi, Lara, vas-y. Donc dès que, par exemple, quand je commence à parler de ça, le zèbre, moi, hypersensible, je suis en train de regarder dehors, ça me ramène à quelque chose. Tout d'un coup, je me dis, il faut que je pense à ça, ça me ramène à autre chose. Et du coup, voilà, ça fait une espèce de feu d'artifice, de pensée, etc., qui peut être évidemment extrêmement intéressant en termes de créativité, mais qui peut être à la fois épuisant. Et puis, justement, on arrive au lien de l'hypersensibilité et de la dépendance. C'est que quand on arrive dans des périodes où on est fatigué ou de crise ou peu importe, il faut bien savoir que l'énergie est plus basse et que l'invasion hypersensible peut être hyper fatigante. Du coup, la dépendance, là, pour aller faire un chemin vers la dépendance est un petit peu, finalement, comme si on voulait arrêter tout ça. Une soupape. Une Ouais, et soupape comme pour si on lâcher voulait prise. arrêter tout ça, c'est-à-dire Je comprends. débrancher le cerveau, en fait. Ouais. Donc, par Mmh. une dépendance, à un moment donné, quelle que soit la dépendance, hein, même regarder la télé, etc., c'est je débranche mon cerveau
et je focus sur autre chose Oui. pour essayer de taire le reste. Voilà, ça c'est un peu Ça, le ça, lien. c'est très intéressant ce que tu dis parce que en tant que personne ancienne dépendante, ça fait totalement écho parce que je me remémore ces moments et je peux même identifier ces moments où je basculais dans Mm. cette nécessité de consommer le produit ou être dans des comportements excessifs. Mais c'était exactement ça. C'est qu'une gestion émotionnelle tellement difficile, tellement éprouvante et fatigante, psychologiquement, mais aussi beaucoup physiquement, au bout d'un moment, Mm. que je devais mettre un mouchoir là-dessus, quoi. À un moment Mm. donné, éteindre, faire taire un petit peu ça qui était trop compliqué à gérer. Et ça fait vraiment écho. Et d'ailleurs, je en profite pour quand même expliquer de quelle dépendance Oui, oui, on oui, parle. justement. Parce que c'est quand même important de le préciser Bien sûr. pour ceux qui nous écoutent. Parce que d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes de toute façon des êtres dépendants. Dépendants et en plus interdépendants. Et il faut, alors bien même si ce mot n'est pas toujours bien perçu, mais on a besoin de dépendance pour vivre, pour se construire, c'est important et c'est nécessaire. Maintenant, il faut savoir de quelle dépendance nous parlons. Il y a la dépendance à la relation, il y a la dépendance, on va dire, vitale à la nourriture, on respire de l'air, on mange, ça ce sont des dépendances auxquelles on ne peut pas déroger. Mm. Ensuite, il y a la dépendance que moi je vais nommer un peu plus sociétale, c'est-à-dire que pour construire une société humaine, on a besoin de règles et on a besoin de se rendre dépendant d'un système bancaire, d'un système économique. Mm. Alors évidemment, on peut se défaire autant que possible, on peut se défaire de ces dépendances, mais là, on pourrait tomber dans une forme de marginalisation si on choisit ce choix-là. Bon, c'est pas forcément, me semble-t-il, le meilleur choix, mais chacun est libre en tout cas de le faire. Mais nous, ici, nous parlons d'une autre dépendance qui est cette dépendance excessive qu'on va avoir plutôt tendance à nommer addiction. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd tout contrôle. On parle vraiment de la dépendance dont on perd vraiment le contrôle complètement. Rappelons qu'une dépendance, c'est une envie compulsive et irrépressible, c'est-à-dire que quelles que soient les conséquences, et même si nous le savons, nous ne pouvons pas faire autrement que d'y aller. Mm. On parle vraiment de cet état de dépendance. Et c'est pourquoi ce que tu dis, Lara, c'est vraiment super intéressant et ça fait vraiment écho en moi et certainement en d'autres personnes qui nous écoutent parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire à un moment donné, émotionnellement, tu sais, j'avais ce sentiment de me faire déborder Mm. émotionnellement, d'avoir trop de choses, d'avoir la tête qui s'enfonce au fond de l'eau et d'étouffer, vraiment, de plus pouvoir respirer. Et ma bouée de sauvetage, même si en tout cas c'était pas la meilleure, eh bien c'était de tomber dans mon addiction. Mm. Et ça avait une réelle fonction. Ça avait une réelle fonction. Euh, Justement, j'en rebondis là quand même parce que c'est intéressant ce que tu dis là, juste une idée qui vient de surgir par rapport à à ce système de dépendance et d'addiction. C'est que quelque chose qui nous plaît à un moment donné, je parle même pas de drogue ou d'alcool ici, je parle des addictions classiques, enfin plus vicieuses, télé, comportementales qui ouais, peuvent devenir comportementales. Ouais, pathologiques. ouais, ouais, ouais. Le glissement de la dépendance à l'addiction est vraiment très, très insidieux. Tu parlais des émotions, etc. Et en fait, un des curseurs que moi j'ai pu remarquer, en tout cas par rapport à ça, comment savoir quand on passe dans l'addiction? Eh ben, je pense que quand on fait quelque chose et qu'on a du plaisir et qu'on reste à un moment donné dans la conscience du plaisir, on est peut-être dans la dépendance, mais il y a toujours des limites. Et c'est quand on est on passe à obligé de faire ça pour baisser une tension ou une angoisse, là, c'est là où la pente commence à Oui, être plus raide, quoi. Et c'est vrai que c'est subtil parce que oui. c'est difficile de quantifier et de dire, ah oui, mais par exemple, à ce moment-là, quelqu'un qui dirait, ben moi, je suis un grand sportif, je vais courir tous les matins, est-ce que je suis addict? Tu vois que ça peut être très Ah délicat. oui, Par contre, voilà, cette complètement. subtilité, c'est que quand on commence à faire quelque chose pour baisser son angoisse, ça, on peut s'en rendre compte, se dire, je le fais, mais pas plus par plaisir, mais je le fais presque, et je glisse vers baisser mon angoisse. Et là, par contre, on est sur la pente. Voilà, ça m'a fait rebondir sur ce que tu disais. C'est très juste. De toute façon, effectivement, une dépendance, qu'est-ce que c'est? Une dépendance, c'est une recherche de plaisir excessive.
Mm. Le plaisir, on y a tous droit et on ne va pas s'en priver d'ailleurs. Mais quand il est excessif, effectivement, là, on tombe dans ce que tu expliques. On tombe finalement plus dans cette recherche de plaisir. On tombe effectivement dans la recherche, dans la recherche d'un évitement. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Glisser pour faire tomber Ouais. en l'angoisse, tu évites quelque chose Mhm. plutôt que d'aller vers le positif pour amener quelque chose. Voilà. Et il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui sont aussi importants, qui sont des signes pour bien comprendre si on bascule dans l'addiction ou dans la dépendance excessive. Il y a deux sentiments, deux émotions qui sont fortes et qui reviennent. C'est la culpabilité. Mm. Le sentiment de culpabilité est intense, important et fort après être passé à l'acte de sa dépendance, plus on a tendance à être dépendant. Et à l'inverse, c'est la gestion de la frustration Mm. avant d'être tombé. Plus la frustration est compliquée à gérer, plus là aussi ça peut être un signe d'une forte dépendance. Donc Ouais. effectivement, comme tu le dis Lara, c'est le curseur, il est pas évident à Mm. placer parce que c'est au fait c'est propre à chacun parce qu'on peut aller même encore plus loin. Vu de l'extérieur, on va prendre l'exemple de la cigarette par exemple, une personne qui fume euh, régulièrement de manière journalière, ça peut être OK pour elle, malgré les conséquences qu'elle connaît, parce qu'aujourd'hui, on peut plus dire qu'on ne sait pas. Ça peut être OK pour elle. C'est aussi la relation qu'on a à sa dépendance. Bien sûr. Il y a des personnes qui vont fumer toute leur vie en connaissant les conséquences et qui vont être OK avec ça. Et si elles sont OK avec ça, j'ai envie de dire c'est OK, quoi. Oui, oui, voilà. Ben, c'est une question de positionnement aussi personnel. Parce que si tu restes dans le choix, là, pour le lien par rapport aux zèbres, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité n'empêche pas de faire des choix conscients de quelque chose qui est une passion, puisque le zèbre, en fait, et je rebondis là-dessus, c'est l'intensité, c'est-à-dire c'est le on ou le off, et rarement Oui, de demi-mesure. Donc ça, il faut bien savoir qu'il y a rarement de demi-mesure. Il y a le centre qui n'existe pas, quoi. Donc ouais, on est justement plus sensible à cette dépendance par ce fonctionnement-là et l'hyperconscience qu'on a aussi de la vie et des questions existentielles qu'on a aussi. Ça, c'est un autre glissement par rapport aux zèbres, hein, par rapport au lien qu'il peut y avoir. oui, Mais des personnes hyper conscientes parce qu'elles réfléchissent tout le temps, parce qu'elles sont très sensibles, etc., sont conscientes de tellement de choses et du coup, elles sont conscientes aussi de leur petitesse dans le monde, de leur manque de responsabilité ou trop de responsabilité pour le reste. Et du coup, à un moment donné, face vraiment à l'invasion de pensée, se dire oui, mais je vais rien pouvoir faire dans le monde parce qu'elles se rendent compte que elles peuvent pas tout faire. oui, Là, tu as un glissement d'hyperconscience et donc d'une angoisse plus grande aussi pour refaire le lien oui, aussi. oui, je Donc, comprends. tu comprends. Donc, D'ailleurs, je voudrais c'est le lien que je fais en tout cas par rapport à ce type de fonctionnement du zèbre en général. Est-ce qu'on peut dire que le zèbre, alors je vais juste faire avant de poser la question, Lara, je voudrais quand même faire une parenthèse, c'est important de le préciser. Effectivement, aujourd'hui, on parle de zèbre et de dépendance. Il est quand même important de préciser que tous les zèbres ne sont pas forcément des personnes qui tombent dans les Bien addictions. sûr. Et toutes les personnes addictes ne sont pas forcément des zèbres. Je le précise parce qu'on n'a peut-être pas dit, et là, pour Oui, faire. non, non, c'est un lien d'observation que voilà, qui a quand même. Ce qui est intéressant ici, c'est le lien en fait. Oui, C'est c'est de comprendre le mécanisme de ce qui se passe en dessous pour oui. pouvoir faire quelque chose, quoi qu'il arrive. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut dire, Lara, que les zèbres, tous les zèbres, sont des personnes excessives alors? Alors, c'est trop résumé. Je dirais pas excessive, je dirais intensive. Hmm. Ah ouais, alors là, oula, attention, là, on est dans la subtilité. Oui, oui, Tu peux nous oui, dire la oui, différence? oui, oui. L'intensivité, enfin, alors, excusez-moi, c'est un gros résumé du truc, hein, parce que je voudrais pas non plus. Je déteste tout ce qui est étiquette, tout ce qui est case, tout ce qui est réducteur et tout ce qui est désignation. Le zèbre, par exemple, moi Hmm. j'utilise le terme zèbre parce que le terme surdoué ne me parle pas.
Mais le zèbre Oui. ici n'est utilisé que pour nommer quelque chose dont on va chercher ce qui fonctionne en dessous. D'accord. Donc pour moi, en gros résumé, un zèbre, c'est un être humain comme les autres, pas pathologique à ce niveau-là, pas dans cet état-là, mais qui va fonctionner de manière plus intensive en termes d'activité, rapidité de réflexion, des liens entre les choses. C'est pas ce qu'on croyait des surdoués qui ont fixé finalement plus intelligents qu'eux, Oui. c'est d'utiliser différemment ces intelligences. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, on sait qu'on n'en a pas qu'une et le QI n'est pas, le quotient intellectuel n'est pas la définition d'intelligence. Le quotient Oui. intellectuel est un calcul d'une partie d'intelligence mathématique, spatiale, etc. C'est une échelle, ça ne Hmm. veut rien dire. Le zèbre va fonctionner avec ses différentes intelligences, on pourra en reparler une prochaine fois. Et en fait, son Oui. fonctionnement, c'est de faire des liens c'est une intelligence transversale, c'est de faire des liens facilement entre des domaines qui n'ont pas forcément de liens préétablis comme ça par la société. Oui. Imagine, t'aimes la Hmm. musique, t'aimes la peinture, tu vas peindre un instrument de musique et tu vas partir sur un autre thème, sur les maths ou sur l'informatique et tu vas faire des liens dans des domaines qui, à la limite, ne sont pas si évidents que ça. Alors, c'est super, enfin, c'est super intéressant, hein. Je sais qu'avec Lara, on a déjà échangé beaucoup de fois ensemble et à chaque fois, elle apprend plein de choses qui sont super. Et justement, alors, est-ce que ça revient à dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois parce que c'est comme ça que je vis aussi mon quotidien, c'est que en tant que zèbre, j'ai plutôt l'impression d'être un global plutôt qu'un spécifique. Mais en même temps, d'être un global, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est qu'à un moment donné, il faut devenir spécifique. On n'a pas le choix quand on veut avancer. Et ça, hein, en tant que zèbre, je pense que tu me comprends aussi, c'est très compliqué pour un zèbre. Parce que moi, j'ai une vision globale. Alors, ça peut être très intéressant dans plein de domaines, mais il faut devenir spécifique. Mais alors, toute la difficulté d'avoir parfois la vision globale, c'est, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que tu as tellement de recul sur l'ensemble d'une situation qu'au bout d'un moment, bah, tu te noies et ça peut amener à pas réussir à agir en fait. D'où Est-ce que tu l'angoisse, d'où l'angoisse. D'où l'angoisse qui monte et d'où ensuite le basculement éventuellement dans une addiction pour tempérer tout ça. Tu confirmes? Tout à fait, tout à fait. La vision globale, alors attention, pas de réduction non plus, hein, parce que quand on lit beaucoup de choses là-dessus, moi ça fait 2 ans que je suis plongée dedans depuis que j'ai mis un mot sur ce que je vivais. Euh, Attention à ne pas réduire. C'est-à-dire que on dit après souvent on dit oh je suis cerveau gauche, oh je suis cerveau Oui. droit. Tous les êtres humains ont 2 hémisphères et normalement les connexions se font entre les deux. La vision globale va être par contre très effectivement puissante chez le zèbre, c'est-à-dire d'avoir effectivement des liens et une vision beaucoup plus d'ensemble, d'où l'anticipation des choses aussi, etc. Enfin, plus émotive aussi, moins cartésienne, moins séquentielle que le cerveau gauche, qui va être dont on a besoin aussi pour avancer. Bien sûr. L'expertise dont tu parlais, quand on commence quelque chose, on est toujours attisé par quelque chose qui a animé notre curiosité. Et l'expertise, en fait, elle nous échappe toujours, pas parce qu'on n'est pas capable d'être expert dans un domaine, mais parce qu'en fait, on ne fonctionne pas en séquentiel. Et ce qui nous intéresse, une fois on a pioché ce qui nous intéressait dans un truc, en fait, ce truc est mort après. On n'est plus Ouais, animé par ça. Donc, on ouais. passe d'un domaine à un autre, mais l'expertise, elle est transversale, du coup. Ça rejoint ta vision globale, parce que ça veut dire qu'un zèbre, par exemple, le travail, ce serait idéal entre un zèbre et un séquentiel. Le Mmh. séquentiel va pouvoir être expert dans son domaine, être hyper précis, etc., et aller jusqu'au bout. Et le zèbre, lui, il va pouvoir voir ça dans son ensemble et voir les interactions qu'il peut y avoir avec différents domaines. Voilà. Complètement. Mmh. Donc ça, c'est... mais l'intensité fait que... Tu vois bien, regarde, je suis déjà allumé comme un... je suis Non, mais parti. c'est super riche parce que quand tu parles, je me vois, quoi. Et c'est juste super riche et super intéressant. Ce qui fait qu'effectivement, angoisse et basculement parfois dans l'addiction, comme on disait tout à l'heure. Alors moi, j'avais une croyance pendant longtemps, Lara. Ouais. J'avais une croyance par rapport à l'addiction et pour le coup, on en a déjà parlé ensemble. Tu vas éclairer toutes les personnes qui nous écoutent là-dessus et moi le premier. Euh,
moi, je me positionnais par rapport à l'addiction en me disant, voilà, une personne addicte, une personne qui tombe dans des dépendances, voilà, on sait bien, qui tombe dans un mode de destruction, c'est dû à son histoire personnelle. Elle a eu une éducation de merde, elle a évolué dans un environnement de merde, donc voilà, son éducation, elle n'a pas des bonnes bases, pas de bonnes fondations, etc. Pour moi, ma croyance, c'était tu te détruis parce que tu as une vie de merde. Alors j'étais un peu dans le côté on se flagelle, ouais, j'ai une vie de merde, alors je peux m'en mettre plein le nez, patati et patata, vous comprenez pas, etc. Et pourtant, en évoluant dans ma vie, je me suis rendu compte que, eh bien, il y avait des gens qui, d'apparence, avaient une vie plutôt pas mal, et qui évoluaient dans un milieu plutôt pas mal, qui avaient une famille stable, qui avaient, voilà, enfin, d'apparence, tout ce qu'ils avaient, ben, était génial, entre guillemets. Mais pour autant, ces personnes, eh ben, se détruisaient aussi d'une façon ou d'une autre et tombaient dans une addiction. Eh bien, tout ça, ce n'était qu'à l'heure, apparemment, parce que en discutant ensemble, eh bien, tu m'as éclairé un petit peu et tu vas peut-être éclairer nos, nos chers téléspectateurs et non pas spectateurs, car nous ne sommes pas en spectacle vivant. Ben écoute, par rapport à ça, en tout cas, ben, c'est la discussion qu'on avait eue l'autre fois. Oui, C'est un sujet qui m'interpelle tellement. Alors c'est pas, c'est de l'expérience, c'est de l'expérimentation, c'est de l'expertise aujourd'hui, mais c'est de l'humain. Donc de toute façon, c'est pas une vérité. Ce que je vais dire n'est pas une vérité stricte, mais c'est vraiment quelque chose d'important. La vie de merde dont tu parles. Euh, ce sont des éléments qui vont venir peut-être s'ajouter ou ne pas faciliter les choses, évidemment. Oui, évidemment, mais ça pour tout le monde. oui, Mais il y a autre chose au niveau de l'inscription de ce qu'on va appeler à la limite un traumatisme. Parce que quand même, il y a un moment donné où, souvent dans l'enfance, ça je vous apprends rien, hein, c'est souvent là, au moment où on est dépendant de la mère et après où on grandit et on devient indépendant vers l'autonomie, que les choses s'inscrivent le plus. Et ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, un événement dans la vie, et surtout d'un zèbre ici, euh, peut ne pas être traumatisant vu de l'extérieur, oui. mais peut être inscrit en lui comme traumatisant, tout simplement parce que on va lui demander quelque chose ou lui dire quelque chose qu'il ne comprend pas. Tu vois, une espèce d'incohérence pour lui. Quand on est petit et qu'on demande, je dis n'importe quoi, tout d'un coup, l'enfant arrive et puis le parent lui dit quelque chose, ah ben non, tu fais pas ça parce que ceci ou cela. Et l'enfant, si tout d'un coup il y a une incohérence parce qu'il sent à la limite que son parent n'est pas droit dans ses pompes ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut être traumatisé de ça. D'autant Oui. plus s'il est hypersensible et hyper émotif. D'autant plus s'il n'a pas l'occasion de s'exprimer à ce moment-là ou qu'il n'est pas entendu. Et cette inscription-là, qui peut être passée complètement inaperçue pour un parent, parce qu'il n'y a rien Oui. de traumatisant au départ, peut être inscrit et finalement, tout au long de sa vie, on grandit avec cette première inscription, première, deuxième, troisième inscription. Et là, par Et contre, la vie de merde, le milieu pardon, dans lequel tu vis, n'aide pas non plus ou peut aggraver les choses. Ou, ça, évidemment, c'est autre évidemment. On est d'accord que l'environnement, comme tu l'as précisé, l'environnement, l'éducation, c'est un facteur supplémentaire qui vient chose. s'ajouter à ça et qui va pas aider effectivement à l'amélioration. Mais ça, c'est super important parce que moi, ça, j'ai mis du temps à comprendre ça que, en fait, il faut faire attention. Je parle en tant qu'ancien dépendant encore une fois parce que malheureusement parfois la société peut avoir des jugements hâtifs sur des personnes qui se détruisent. Alors évidemment, parfois il y a des conséquences qui peuvent être dangereuses et il faut savoir s'en protéger. Mais euh, moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que tu viens d'expliquer parce que je parce que j'étais vraiment dans cette croyance où tout venait de notre éducation, de notre environnement. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça, pour comprendre qu'il ne faut pas se fier, attention à l'extériorité, comme j'ai tendance à dire, mais Mm. comme tu dis, à l'empreinte reçue à un moment donné de sa vie. Et donc, ce qui peut expliquer que même une personne qui peut habiter dans le 16e arrondissement de Paris et vivre dans un très bel appartement peut totalement se détruire et d'être dans un fonctionnement destructeur. Ouais, tout à fait. Il y a pas de, il y a des éléments après en plus,
Mais alors c'est vertigineux ce que je dis parce que d'un côté on se dit bon ben s'il y a pas de cause particulière mais une inscription personnelle, c'est compliqué quand même hein, parce que du coup on ramène tout à soi, enfin le travail Ben est oui. à soi. Mais d'un autre côté, ouf, parce que les éléments du passé, on peut rien en faire. Non. Hmm. Et les personnes qui nous ont fait du mal à cette époque, parce que ça peut être des personnes enfin, qui ont été finalement responsables au début de quelque chose qui nous a fait souffrir parce qu'on se l'a inscrit comme ça, si ces personnes ne sont plus là ou qu'on n'a plus contact avec elles, ça c'est vertigineux aussi parce qu'on se dit bah, à ce moment-là on peut rien faire. Hmm, tout à fait. Mais là c'est autre chose. L'inscription elle est vraiment en soi. Donc quel que soit le milieu extérieur, l'inscription est en soi. Exactement. Ce qui revient à dire qu'une personne qui a grandi dans des favelas au Brésil peut être bien plus équilibrée qu'une personne qui a vécu ici en Occident dans de très bonnes conditions. Alors, il faut bien Oui, là c'est un peu exagéré comme truc. non, mais j'allais justement y venir. Il faut bien tempérer ce que je dis, bien Bien sûr. entendu. Bien entendu que les conditions sont bien plus compliquées, mais j'entends du point de vue émotionnel, c'est-à-dire que un enfant peut recevoir beaucoup plus d'amour, ou en tout cas beaucoup mieux, peut-être beaucoup mieux construit émotionnellement qu'un petit occidental qui habite dans de bonnes conditions. C'est ce Voilà, que y je a veux dire. pas, voilà, c'est ça exactement. Il y a pas de, il y a pas, la règle n'est pas au même endroit. Exactement, voilà. Mm, mm. Donc, Ouais, je ouais, voulais préciser ça, bien entendu. Comme tu le précises, bien sûr, on se passerait bien, ce jeune de Favalès se passerait bien de conditions dans lesquelles il peut vivre. Euh, alors moi, je voudrais te poser une autre question. Comment, et là c'est une question de fond et de société, vraiment, comment un zèbre peut réussir à être, à se construire, à vivre dans une société qui se veut de plus en plus addictogène? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans un débat de société, mais en tout cas, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux, on vit tous dans le même monde, on est dans une société addictogène. Comment un zèbre pourrait évoluer sans tomber dans les pièges de notre société qui ouvrent vraiment à l'addiction et il faut le dire, c'est compliqué aujourd'hui hein, de Mm. ne pas tomber dans une addiction. Hein. C'est très compliqué, c'est très très compliqué pour tous les êtres humains aujourd'hui dans la société et sans rentrer dans le débat qui va très vite, qui est effectivement tout le temps dans proposer de la consommation. Hein, je ne rentre pas dans la politique, mais dans un état de fait. Et effectivement, c'est très 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 compliqué parce que la recherche sur les questions existentielles, le sens en général que tous les humains ont, mais que le zèbre a en intensité, il peut être complètement paumé dans un monde où on lui demande d'être expert. Mmh. Les places, le boulot, etc. Comme je dis souvent, depuis qu'on est petit, on a ce discours-là. Ce discours-là, tu vas faire des études, tu vas avoir une maison, un mari, des enfants, une voiture. Et dans cette société de consommation, la perte de sens humain est incroyablement difficile, je dis pour tous, mais Oui, pour le zèbre en particulier, parce que lui, quelque part, c'est pas un choix pour lui de réfléchir à ça. Et là, c'est vrai que je mets le doigt sur quelque chose que je suis en train de digérer moi-même. J'ai cru au début d'avoir découvert finalement ma multipotentialité, parce que je parle souvent de multipotentialité. J'étais toute contente parce que j'ai cru que j'allais pouvoir trouver des solutions à ça. Je me dis, ah, chouette, c'est cool. Et en fait, là, j'avoue que je suis dans une phase un peu plus compliquée de deuil, entre guillemets, si tu vois ce que d'accord. je veux dire. Ouais. C'est-à-dire d'acceptation profonde que, justement, les choses ne vont pas changer comme ça, mais Mmh. je vais devoir m'inscrire dans ces choses. Mmh. Et m'inscrire dans le monde, trouver ma place, parce que la place, on en a chacun une, pour pouvoir créer du sens malgré tout ce qui se passe. Parce qu'effectivement, le côté consommation et le côté, on aura plus vite tendance à lâcher tout, ne pas y arriver et de partir dans les addictions. Bah oui, parce qu'on est dans Tout le un monde temps. de tentation permanent. Je veux Ouais. dire, c'est tout c'est tout de, j'ai envie de dire, peut-être le paradoxe ou, allez, j'ose le mot, un peu l'hypocrisie de notre société, c'est que d'un côté, on veut protéger les gens de certaines addictions, et de l'autre,
observons autour de nous. On n'est que dans des fonctionnements addictogènes. C'est juste incroyable. Ouais. De l'autre, et comme tu le dis, la société de consommation nous y pousse. Soyez addict à votre téléphone portable, nous on veut bien, on va en vendre plus. Soyez addict aux jeux vidéo, nous on va en vendre plus. Et d'un autre côté, il y a un double discours. Alors c'est vrai que les vraies démarches, moi, qui évoluent quand même dans le domaine de l'addiction, viennent quand même essentiellement du peuple, entre guillemets, donc de beaucoup d'associations qui font le nécessaire. Mais en parallèle, quand même, notre État, nos États sont quand même un peu dans l'obligation de faire quelque chose. Et là, je trouve qu'il y a un double discours. Faites gaffe, mais en même temps, allez-y. Tu vois. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Je rebondis juste là-dessus par rapport au terme deuil que j'ai utilisé tout à l'heure, parce que je me dis il est peut-être un peu négatif, mais en fait pas du tout. C'est d'accepter le deuil de l'illusion en fait, le deuil de. Il faut s'inscrire dans quelque chose qui existe, et c'est ça aussi qui est important de voir. Tu viens de le dire, c'est le double discours, c'est la contradiction, le paradoxe, et on revient à l'enfant. On revient à l'enfant qui a inscrit tout d'un coup un traumatisme parce que pour lui, il a inscrit quelque chose qu'il ne comprend pas. Il est obligé de subir quelque chose qu'il ne comprend pas. Aujourd'hui, cet enfant zèbre hypersensible, hyper émotif, ce n'est qu'un grand enfant zèbre adulte et il voit cette société qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire, oui, fumer c'est mauvais pour la santé. Par contre, on vous vend des cigarettes. Boire c'est mauvais, on va vous mettre un médicament. On vous rend malade, on vous soigne. Et c'est cette incohérence ici qui fait que on ne peut être que dépité par rapport à ça. Et dépité, déstabilisé aussi totalement parce que il y a fatalement une dualité en plus là qui se joue en soi, fatalement, parce qu'on est quand même un peu dans une société que je nomme patriarcale, hein, c'est-à-dire que vous inquiétez pas, on s'occupe de vous, on va tout faire pour que vous soyez le moins autonome possible, mais on gère, vous inquiétez pas, comme j'ai tendance à dire, on gère la fougère. Bon, voilà, c'était vraiment une question qui est importante parce que, comme tu le dis, très compliqué à gérer. Alors, pour tout le monde, mais d'autant plus pour le zèbre, parce que dans cette société, et d'ailleurs tu me disais la dernière fois où on a travaillé ensemble, parce qu'on est en plus dans une société où les émotions ne sont pas mises en ouais. Les émotions c'est pas du tout un sujet de société, ça ne l'est pas aujourd'hui, et surtout pas, enfin, pas en France. Les émotions, depuis qu'on est tout petit, déjà un garçon ça pleure pas, donc Cyril, t'as déjà pas intérêt à pleurer. Déjà, bon, je vais pas parler de la différence éducation homme-femme, hein, on va pas, sinon c'est un sujet de 3 heures en plus. Mais les émotions ne sont pas du tout reconnues pour ce qu'elles nous servent en fait. Les émotions, elles sont là juste pour faire le lien entre le corps et la tête et de dire voilà, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va pas. Écoute-toi, on est notre propre maître. Et les émotions, ça après c'est l'expression dont on parlait aussi. Donc si on vous dit vous ne pouvez pas utiliser vos émotions, ben on coupe l'homme en deux quoi. On laisse plus qu'un cerveau sur pattes. Et s'il y a un cerveau sur pattes, ben ce cerveau sur pattes doit être dirigé. Il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus rien. Et donc, ces émotions écrasées et qu'on ne peut plus exprimer, sauf à ce moment-là, on ne s'intègre pas correctement dans la société, ben, finalement, par rapport aux zèbres, c'est quasiment se couper, mais même pas en deux, c'est se couper en 4, en 5. C'est impossible à gérer. Alors, en somme, si je comprends bien, Lara, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est compliqué d'être un zèbre. Dans la société, j'entends, dans laquelle nous vivons. Et ce qui a malheureusement cette tendance à pouvoir faire tomber plus facilement un zèbre dans une dépendance, ne se retrouvant pas, étant sans cesse dualité, bouleversement intérieur. La solution, en tout cas, c'est de mettre le fameux mouchoir, de faire taire tout ça et pour le coup de tomber dans une addiction. Voilà pourquoi les zèbres sont des personnes plus potentiellement sensible à cette dérive, quoi. Il faut appeler un chat un chat, quoi. Oui, tout à fait. Alors, allez, on va essayer de donner quelques clés aux gens. Positives. Aux gens qui le moral de tout le monde. Voilà, une fois qu'on vous a bien miné le moral, on va essayer de vous donner quelques clés. Alors, Lara, bien sûr, en tant qu'experte
dans la zébritude, ça te dérange pas, je dis le terme zébritude. Alors moi, je m'appelle multipotentiologue aujourd'hui. J'ai D'accord. choisi mon terme multipotentiologue. Je soigne, non, j'accompagne les multipotentiels, forcément les zèbres. D'accord, ok. Alors, on va donner quelques clés, donc toi en tant que multipotentiologue et moi en tant qu'expert en addiction. Quelques clés, quelques pistes. Alors bien sûr, elles ne sont pas exhaustives, hein. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va vous donner quelques clés qui pourraient vous aider, vous en tant que zèbre, vous en tant que dépendant ou vous en tant que zèbre dépendant, pour eh bien, commencer à essayer de voir un peu le bout de tout ça et de gagner en liberté. Euh, Tu veux t'y coller en premier, Lara, pour la première clé? Ben, je crois que oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, on a préparé notre entretien avec Lara et on a des clés qui sont assez similaires, Ah oui. mais justement, qu'on va chacun interpréter ou en tout cas développer de manière un peu différente. Ben, ma première clé à moi, qui est la base de tout, effectivement, même pour toi, de prendre conscience. Alors, ça a l'air très simple à dire comme ça, mais pour prendre conscience, il faut sortir du déni. C'est-à-dire que tout d'un coup, par rapport au côté zèbre, la plupart des zèbres qui se découvrent adultes vont dire ah oui, mais c'est pas moi, mais oui, mais non, parce que je suis pas ceci, etc. Eh bien, la première clé pour sortir de la dépendance, c'est d'abord de vraiment prendre conscience de ça et voilà, d'y aller, quoi. De sortir du déni par rapport à soi. Alors je rebondis effectivement sur ce que dit Lara pour faire le lien avec l'addiction. Effectivement, c'est la première clé. Alors moi, je vais adjoindre deux termes. Je dis identifier et reconnaître. C'est-à-dire identifier d'abord, savoir ce à quoi on est dépendant, parce que faut pas non plus s'inventer des histoires. On n'est pas dépendant à tout. Donc identifier sa dépendance et ensuite la reconnaître. C'est-à-dire que effectivement, quelle que soit la dépendance, si on est dans un déni, on ne peut pas avancer. Moi, j'ai pour habitude de dire, c'est comme si vous disiez qu'un manchot, voilà, un manchot était dans le déni de pas avoir de bras, quoi. Je veux dire, à un moment donné, non, t'as pas de bras, t'as pas de bras, ou t'en as qu'un, et ben tu dois faire avec ou sans pour le coup. Ben c'est la même chose, c'est reconnaître. On peut commencer à guérir uniquement quand on reconnaît. Hmm. Voilà, ça c'est la base, hein. Enfin, Lara, je pense que tu me rejoins là-dessus. Ouais. Et encore une fois, ça a l'air classique de dire ça, mais que ça soit pour la dépendance ou pour le côté zèbre, c'est pas si évident que ça. Parce que Non, ça, derrière, mais déjà rien qu'en vous, il y a déjà plein de freins et plein de résistances, forcément, puisque vous l'avez fait pour une bonne raison aussi, qui est souvent inconsciente. Donc, oui. de prendre ce moment-là, c'est à la limite le moment le plus compliqué du départ. De vraiment s'asseoir et se dire, OK, est-ce que je suis ou est-ce que je subis ça? Voilà. Donc, on passe à la deuxième On y clé. va. Alors, Oui. moi, j'en ai une qui est vraiment très importante par rapport aux zèbres en général, c'est de sortir de sa solitude. C'est-à-dire j'allais dire de s'exprimer, mais de ne pas rester seul surtout. Parce que, comme on mouline à un moment donné dans sa tête, on va créer des scénarios, le tout et son contraire. Et comme on est habitué au tout et son contraire dans notre façon de fonctionner, on s'auto-sabote ou on s'auto-détruit avant d'avoir trouvé la solution. Et là, enfin, moi, pour l'avoir fait, hein, j'étais coriace dans les deux sens, c'est vraiment deux combattants l'un contre l'autre. Donc après, de pouvoir en parler, connecter ou avec des personnes qui vous ressemblent, qui peuvent vous confirmer ça, ça permet quand même de pouvoir avancer vers soi. Alors moi je vais faire la passerelle justement avec ce que tu dis, sortir de la solitude d'ailleurs, parce que tu as même employé le mot, c'est le deuxième point, en tout cas par rapport à l'addiction, c'est d'extérioriser. Et donc, je pense que ça fait tout à fait le joint avec ce que tu viens de dire, parce que, comme on le disait tout à l'heure, zèbre ou pas zèbre d'ailleurs, c'est une gestion difficile d'une émotion ou d'émotions, de plusieurs émotions. On ne sait pas se dépatouiller avec et on n'a plus l'habitude de consommer un produit ou d'avoir un comportement pathologique. L'extérioriser,
permet d'évacuer, hein, et voilà, essayer d'avoir une image, d'évacuer ce surplus-là, tout ce qui est à l'intérieur et ce à quoi et avec quoi on ne sait pas quoi faire. Alors ça peut être de différentes manières, hein, ça peut être effectivement en allant voir un psychothérapeute, ça peut être en pratiquant une activité artistique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, la peinture, du théâtre, de la sculpture, du chant, il y a même aujourd'hui de l'art-thérapie où là on pratique de l'art et en plus on est accompagné par un professionnel, mais extérioriser, c'est la base. Et vous vous rendrez compte, moi je sais que dans ma vie, à titre personnel, ça a été beaucoup l'écriture et ça a été quelque chose qui m'a considérablement aidé. Ça a été le début du chemin. D'écrire ce que je ressentais, ce que je vivais, me permettait de soulager. Et souvent, d'ailleurs, je ne partais pas dans une consommation quand je m'autorisais ça. Donc, extérioriser. D'une façon ou d'une autre, il faut évacuer. Ça, c'est pour moi un élément très important. Ben, c'est marrant parce que j'ai dû rajouter une clé entre deux, puisque évidemment, l'expression était ma troisième clé. Extériorisation, expression. Mais oui, parce que c'est toujours pareil. N'oubliez pas que quand vous travaillez sur vous et que vous avez toujours une part qui nie ce que vous êtes en train de découvrir, puisque vous avez fonctionné comme ça pendant à la limite des années sans le savoir. Donc il y a quelque chose qui refuse aussi de dire bah oui mais ouais je me reconnais dans le fonctionnement mais à la limite je me reconnais pas dans la désignation par exemple pour le zèbre avec le terme surdoué j'ai plein de personnes qui me disent qui ont l'image de dire surdoué c'est quelqu'un qui a un quotient intellectuel du tonnerre et qui réussit bien toute sa vie. Or justement c'est pas ça, enfin c'est pas que ça non plus. On parle justement ici des zèbres qui sont en fragilité et l'expression de soi va vraiment permettre de créer aussi une nouvelle réalité. Et on revient au traumatisme d'enfant, je refais le lien là maintenant. Si vous êtes traumatisé pendant l'enfance, vous allez vous dire mais il n'y a plus rien à faire parce que c'est passé. Or, l'expression de soi va permettre d'extérioriser, comme tu viens de dire, Cyril, et ça va permettre de recréer son histoire autour de sa vie. Parce qu'en fait, votre histoire, ce n'est qu'une perception des événements. C'est pas que je fais comprendre là, parce que c'est un petit peu complexe, mais voilà. Et c'est très juste ce que tu dis, hein, Lara. Hein. C'est vrai que on peut redessiner son histoire et souvent on a cette tendance à rester sur notre passé, à croire que ce qui est ancré est ancré. Or, c'est une erreur, c'est une vraie erreur, et ça commence par se l'entendre dire. Oui. Moi, j'ai souvent cette habitude de dire, moi j'écrivais, comme je le disais tout à l'heure, et je relisais à voix haute, et je le fais encore aujourd'hui, hein, je relisais à voix haute ce que j'avais écrit. Et c'est juste incroyable parce que, comme tu le dis, ne serait-ce que de s'entendre le dire, de sortir ça de soi, déjà on est en train de changer son histoire. Eh bien oui. Parce que alors, comme tu dis, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de, peut-être, je n'aime pas employer ce mot, mais du magique, mais il y a quelque chose qui se passe réellement, parce qu'on est même en train de changer des choses au niveau de l'inscription qu'on a faite de tout ça, et même au niveau neurologique, il se passe des choses, de s'entendre dire que je décide que les choses soient autrement. Exactement. Pour ça, donc, quand tu prends conscience et puis que tu exprimes ces choses-là, tu avances sur le chemin que tu t'es défini. Parce que quelque part, tu remets en question, tu remets en cause ce que tu en as compris. Oui. Et donc, en remettant en cause ce que tu en as compris, il y a des choses qui viennent en lumière, qui sortent du subconscient ou des choses de résistance, etc. Oui. Et avec cette nouvelle vérité, tu crées ta nouvelle réalité, ta nouvelle perception des choses. Et à ce moment-là, tu peux choisir. Oui. C'est pas simple, mais tu peux choisir. Parce que sinon, c'est subir l'enfance et de se taper la tête contre les murs tous les jours en disant mais de toute façon, ça m'est arrivé pendant l'enfance et puis je peux rien faire parce qu'en plus, celui qui m'a fait ça, entre guillemets, voilà, donc il n'y a aucun esprit. Tout à fait. Donc là, c'est à un moment donné se responsabiliser aussi et se positionner en adulte et de dire j'ai le choix et je décide. On va passer à la clé suivante parce que tu sais comment on est, toi et moi on est bavards. Et on avait dit qu'on essaierait de… J'ai donné tout le trousseau, c'est bon, débrouillez-vous. Moi, je vais donner juste une autre clé, une dernière clé qui est importante, en tout cas par rapport au domaine de l'addiction.
c'est vraiment la question de l'environnement. Il est indispensable quand on est tombé dans un comportement addictif. Donc, on est tombé dans un comportement addictif avec des habitudes aussi qui ont été prises. Il est indispensable de changer son environnement. C'est pas simple. C'est pas simple parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique parfois même de renoncer à certaines relations. Alors, parfois, c'est définitif ou provisoire, mais changer son environnement, c'est une des clés très importantes quand on est une personne addicte. Donc ça implique beaucoup de choses, mais je rentrerai pas dans les détails. Entendez bien par environnement, par lieu, par habitude, par personne, ça implique beaucoup de choses. C'est, comme le dit aussi Lara, c'est pas facile, mais c'est voilà, on peut pas décider de changer une habitude si on ne change pas son environnement, son cadre, c'est justement tout ce qui a construit ces habitudes. Voilà moi pour ma clé. T'en as une autre, Lara ou... Oh, j'en ai plein, mais Ouais. si vous avez encore 20 heures devant vous, je peux vous C'est sortir ça. les clés. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres clés, mais ce sera l'occasion d'en rediscuter et puis évidemment de prendre rendez-vous avec chacun d'entre nous, Lara ou moi, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, parce que on va mettre terme à cet échange, Lara. Mhm. Ben oui, oui, on va mettre terme. On a été impeccable. On avait dit 1 heure, ça fait 1 heure pile, c'est génial. C'est beau, hein, c'est beau. Ça, c'est un grand progrès pour moi. Donc, je propose qu'on fasse alliance plus souvent, Cyril. Avec grand plaisir. Alors, ce qu'on va vous proposer, chers amis, voilà, c'était pour nous, eh bien, comme je l'ai dit au début de cet échange, c'était une première. On a encore beaucoup de choses à dire sur les zèbres, sur l'addiction et sur le lien entre les deux. Alors, nous, ce que l'on vous propose, eh bien, c'est de nous mettre des commentaires dessous ou de nous envoyer des messages privés si vous préférez, rester anonyme. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous, pourquoi pas, nous donner des idées de sujets aussi. Voilà, tous vos retours seront vraiment pour nous très riches. Nous avons l'ambition avec Lara de refaire des échanges comme ça. Alors, on va pas vous donner de rendez-vous quotidien pour le moment parce que c'est mise en bouche, si je puis dire ainsi. Mais vraiment, si ce sujet vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas, faites-le nous savoir. Lara, tu vas quand même nous dire où on peut te trouver, où on peut te retrouver pour les personnes qui souhaiteraient approfondir un petit peu sur la zébritude. Ouais. Donc moi, en fait, vous pouvez me retrouver. Alors, j'ai un blog, c'est www.vivreavecunzèbre.com. Puisque oui, j'ai la chance de vivre avec un zèbre. Tout ça, c'est à cause de lui, en fait. Donc, j'en profite. Donc là, vous avez le blog. J'ai la page Facebook Vivre avec un zèbre aussi. Et puis, ce que je fais moi aujourd'hui, professionnellement, c'est d'accompagner les multipotentiels, alors adultes principalement, mais j'ai des ados aussi, qui sont bloqués à un moment donné dans le cheminement que j'ai fait moi pendant 2 ans, et je travaille avec eux à éclairer leur route, puisque c'est un chemin que j'ai fait. Donc, il y a quelque chose de l'ordre, comme on parlait tout à l'heure, de l'expérimentation, c'est vraiment très intéressant. Donc, j'accompagne. Tout se trouve sur la page d'accompagnement du blog. Allez-y. Et puis, si vous voulez prendre contact avec moi, pareil, ou par la page, ou par le blog, vous avez tout ce qu'il faut. Je me ferai un grand plaisir. Et puis, ici, surtout, de répondre à toutes vos questions. Et effectivement, comme dit Cyril, c'est une première, c'est un grand plaisir. Et voilà, donc autant partir sur des choses qui vous intéressent pour affiner peut-être nos sujets respectifs. Il y a tellement de choses à dire de toute façon. Voilà, Cyril, dis-moi. Concernant, je vais vous donner un petit peu les points où vous pouvez me retrouver. Il y a un site que j'ai créé, www.uneviepleinedesens.com. Ce site communique donc sur la dépendance et le développement personnel, les chemins qui peuvent nous aider à sortir d'une dépendance. C'est un site qui se veut collaboratif, donc vous y verrez des articles de différentes personnes, thérapeutes, naturopathes, psychothérapeutes, hypnotiseurs, enfin voilà, toutes les techniques qui peuvent aider une personne à se sortir d'une dépendance. Vous y verrez aussi des témoignages, vous y verrez des vidéos comme celle-ci qui sera déposée sur le site d'échange, et vous pouvez me retrouver pour les personnes qui le souhaitent, eh bien, lors d'interventions qui sont en train de se mettre en place, interventions
qui vont traiter de la dépendance pour dire que la dépendance n'est pas une fatalité, que nous sommes des êtres dépendants, et puis surtout pour faire évoluer les mentalités avec l'addiction et les dépendances, qui est toujours un sujet un peu tabou encore aujourd'hui. Et puis aussi une autre forme d'intervention pour faire de la prévention, plutôt en entreprise ou pour les plus jeunes, expliquer par le témoignage qu'il n'y a pas de fatalité et les dangers qu'on peut éviter assez facilement dans cette société addictogène. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook de la dépendance à l'indépendance pour une vie pleine de sens. Et puis, moi, vous pouvez me retrouver sur scène car mon activité professionnelle comédien. Mais je fais le lien pour une raison simple, c'est que le comédien travaille avec les émotions. Et finalement, ce chemin n'est pas si hasardeux que ça. Ah, attends, j'ai pas fini. J'ai ma chaîne YouTube aussi. Oui, la chaîne YouTube. C'est à qui mieux là. T'as raison, parce que j'en ai une après, mais je vais en parler, vas-y. Non, vous pouvez retrouver des vidéos sur le thème de justement la multipotentialité et la zébritude, comme tu dis, sur YouTube, sur ma chaîne. On vous laissera les liens, en fait, ça sera comme ça. C'est plus simple. Pas simple, oui. Sinon, alors j'ai encore. Parce qu'il y a YouTube, il y a Instagram, il y a LinkedIn, enfin on n'est pas couché, quoi. Lara, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Aussi, Cyril. Merci beaucoup. Nous, on vous dit à très bientôt, on espère, pour une prochaine rencontre et un prochain échange. Très bonne journée à tous, à très bientôt. Au revoir, Au revoir. Cyril. Au revoir tout le monde. Faut que tu me redonnes l'autorisation. Voilà, ça y est. Allez. Bonjour à tous, Cyril Coton ici en présence de Laura Gaillard. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous rencontrer. J'ai dit Laura. Putain. Non, arrêtez là. Je suis con. Non, il ne faut pas que je commence comme ça. Non, Laura, c'est ma conjointe, Laura.